Nous disons souvent que l'Afrique est très riche, ce qui, à l'épreuve des faits, est très discutable. En réalité, une très grande partie de l'Afrique est pauvre, et même très pauvre. Cette pauvreté est avant tout intellectuelle, car même si vous avez toutes les richesses du monde entre vos mains, mais êtes limité intellectuellement, vous restez pauvre. Les organisations internationales ont une définition partielle de la pauvreté, pour ne pas dire erronée. Elle s'arrête uniquement à l'aspect matériel de la pauvreté. C'est ainsi qu'on entend très souvent dire « est pauvre celui qui vit avec moins d'$1 par jour ». Cette mauvaise définition de la pauvreté est en grande partie responsable du retard de certains pays africains dont les dirigeants refusent le questionnement et consomment sans modération les concepts et théories élaborés souvent par pure stratégie par les officines des grandes puissances et imposés sous couvert des institutions internationales à l'instar du FMI et de la Banque mondiale. À notre analyse, la pauvreté matérielle et la pauvreté morale sont avant tout les conséquences de la pauvreté intellectuelle. C'est pour cela que malgré l'extrême richesse du sous-sol africain, malgré le climat favorable, la plupart des pays africains restent pauvres. C'est cette pauvreté intellectuelle qui fait en sorte qu'un pays comme le Niger peut être l'un des plus grands pourvoyeurs d'uranium au monde et manquer cruellement d'énergie, obligeant sa population à vivre dans un délestage permanent, alors que c'est grâce à son uranium que certains pays produisent de l'énergie à revendre. C'est cette pauvreté intellectuelle qui fait en sorte que certains pays africains exportent des billes de bois et importent à prix d'or des meubles fabriqués avec les déchets issus de ce bois. C'est cette pauvreté intellectuelle qui pousse certains Africains à l'extrême docilité et entretient un certain complexe d'infériorité qui trouve son ancrage dans notre refus de nous révolter. Le mal est tellement profond que nous sommes devenus aujourd'hui les premiers défenseurs de notre aliénation. Notre système éducatif, notamment en Afrique francophone, est le fruit des autres. Dès la maternelle, on nous apprend le dogmatisme. On nous cache le questionnement. Le bon élève est celui qui récite le mieux ses leçons. Il ne doit pas chercher à comprendre les phénomènes qui l'entourent. Il doit se contenter de les réciter comme un perroquet, et c'est pareil au lycée et malheureusement à l'université. Très peu de place pour le questionnement. On est dans l'accumulation et la mémorisation de la pensée des autres sur leurs propres questions et sur les nôtres. Ceux parmi nous qui essayent d'aller à l'encontre de cette démarche sont moqués, qualifiés de pseudo-intellectuels. Pour bon nombre d'entre nous, le vrai intellectuel est encore celui qui aligne les citations des auteurs et s'inscrit dans la pensée de ses grands maîtres élevés au rang d'immortels par notre docilité. Ce qui rend riche, c'est la recherche et non la possession des matières premières dont on ignore parfois même l'existence et qu'on est incapable d'exploiter. Les pays riches sont ceux qui investissent le plus dans la recherche et l'innovation. Malheureusement, la plupart des pays africains investissent encore dans la consommation. Les chercheurs dans nos universités sont considérés comme des parias qui perdent leur temps au lieu de s'appuyer sur l'accumulation de leurs connaissances pour construire une carrière. Samsung, Apple, Huawei, Facebook, WhatsApp, c'est le fruit de la recherche et les éléments indispensables à la fabrication de ces produits que nous nous contentons de consommer fièrement proviennent de l'Afrique. Non, l'Afrique n'est pas riche, elle est encore très pauvre en grande partie. C'est pour cela qu'il est indispensable d'engager, comme le font déjà certains pays africains, une véritable révolution intellectuelle. Sinon, nous allons rester enfermés dans des concepts creux comme l'émergence. Cette révolution intellectuelle est indispensable, surtout quand je me rappelle qu'il y a encore quelques années, certains pays africains étaient réduits à se battre pour être qualifiés de pays pauvres et très endettés. Et quand le maître décidait qu'on avait bien travaillé pour être reconnu comme pauvre et très endetté, nous célébrions cela en grande pompe. Quelle indignité! En conclusion, la richesse ne dépend pas de ce que la nature nous a donné, mais de comment nous pouvons transformer notre environnement. Si la richesse dépendait des ressources naturelles, des pays comme Israël ne seraient pas au rang qu'ils occupent aujourd'hui.